Bienvenue à la pédagogie expliquée, petite capsule audio dans laquelle nous démystifions les techniques d'apprentissage utilisées au Collège Sainte-Anne, secondaire d'Orval. Je m'appelle Yannick Dupont, je suis le directeur du laboratoire d'innovation et de recherche-action au Collège et ça me fait un réel plaisir de répondre à des questions d'enseignants, d'élèves et de parents. Le sujet de la capsule audio d'aujourd'hui, c'est l'évaluation intégrée. Il y aura plusieurs capsules sur l'évaluation, donc on espère que vous nous suivrez dans cette exploration. L'évaluation, c'est quelque chose d'extrêmement important, on en parle énormément. Elle joue un rôle de sanction dans certains cas, mais surtout un rôle de suivi, un rôle de feedback qu'on devrait donner à l'élève le plus souvent possible pour lui permettre de s'ajuster et d'avancer. Je suis joint à l'instant par Alexandra Benoît-Poudrette, qui est enseignante ici en univers social au campus d'Orval. Et Alexandra va nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce que l'évaluation intégrée. Alors, bonjour Alexandra. Oui, bon matin. Donc, dans le fond, l'idée de l'évaluation intégrée, c'est une évaluation qui se fait en continu. Si on peut la comparer à, par exemple, l'évaluation traditionnelle, on va rentrer dans la rétroaction versus la sanction, par exemple. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que dans un contexte où est-ce qu'on est obligé de mettre des notes sur un bulletin pour pouvoir envoyer à la fois des messages aux parents, mais aussi au ministère de l'Éducation, on met des résultats chiffrés sur un élève. Toutefois, on oublie souvent que l'évaluation sert davantage, en fait, à communiquer avec l'élève, à lui donner des rétroactions. Donc, notre évaluation intégrée sert à un dialogue qu'on a avec l'élève. Donc, si je suis à un point 1 avec l'élève, que je lui donne une tâche pour la première fois, je vais lui mettre une cote, puis lui communiquer comment ça va pour lui. Dans un contexte d'évaluation intégrée, si je vous donne un exemple en histoire, par exemple, on fait des analyses de sources. C'est des analyses de sources qui sont assez courtes, mais dont le format va revenir plusieurs fois pendant l'année. La question est essentiellement la même, mais le contenu va différer. Donc ça, ce que ça donne à l'élève, c'est une occasion de s'améliorer tout en recevant des rétroactions qui sont assez fréquentes pour qu'il puisse passer d'un point A à un point B. Et à ce moment-là, réellement, ce qui est important, c'est où est-ce que l'élève se rend. Plus que de lui dire, au début de l'année, tu valais 60%, au milieu de l'année, tu valais 80%, à la fin de l'année, tu vaux 85%, je vais faire une moyenne entre les trois. C'est pas vrai qu'il est rendu là à la fin de l'année. À la fin de l'année, il est rendu à 85%. Donc, c'est vraiment un peu j'ai l'impression que c'est vraiment comme une grosse différence entre une lecture peut-être très comme une photo. Ça, ce serait peut-être l'évaluation un peu plus traditionnelle. Puis, de l'autre côté, c'est plus le film, alors qu'on veut avoir la progression, on veut voir le flow de l'élève, on veut voir s'il s'améliore, si dans certains cas, il a plus de difficultés, puis on veut lui permettre de s'améliorer. C'est ça le... Oui, exact. Puis une des choses qui vient avec ça, c'est que qu'est-ce qu'un film sinon une série de photos, en fait, au final, c'est qu'on en prend plus des photos. On a, plutôt que de se dire, ben l'élève s'installe en classe, aujourd'hui c'est jour d'examen, voici la photo qu'on prend de toi, puis tu en as 3 dans ta galerie de l'étape, ben on va prendre une succession de photos qu'on appelle des traces en classe qui, à la fin de l'année, deviennent le film de l'évolution de l'élève. Donc, on prend en fait plus de traces en contexte d'évaluation intégrée. Très intéressant. Alors, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'on peut vraiment faire la différence entre une évaluation intégrée puis une évaluation un peu plus traditionnelle? Comment on pourrait... Oui. Ben dans l'évaluation traditionnelle, on va beaucoup parler de l'opposition entre le formatif et le sommatif. Ce qui a un peu moins lieu d'être dans le contexte d'une évaluation intégrée. C'est comme si, par exemple, mettons un athlète qui s'en va aux Jeux olympiques, c'est comme si son formatif, c'était tous ses entraînements qu'il avait fait avant. Il arrive aux Jeux olympiques, il se plante, puis ça, c'est le moment qui va définir son résultat. Alors qu'on sait très bien que derrière, avec ses entraînements, ben l'athlète vaut probablement davantage que sa performance ratée aux Olympiques.
Donc ça serait l'évaluation traditionnelle. Dans un contexte d'évaluation intégrée, on ne voit pas pourquoi on ne tiendrait pas compte des entraînements, puisque en contexte réel, un être humain n'est pas juste en contexte de gros moments d'évaluation. Un être humain, ça prouve sa compétence au jour le jour et pas seulement en contexte d'examen, par exemple. Puis on va venir tenir compte, en fait, d'une plus grande variété de traces de la part de l'élève. Donc, moi, par exemple, en histoire, je vois pas pourquoi je me baserais uniquement sur, par exemple, des rédactions de la part des élèves quand je peux avoir des discussions avec eux à propos de ma matière où est-ce que mes élèves me montrent qu'ils comprennent et qu'ils sont capables de faire des liens. Et ça serait à la fois les desservir eux dans leur impression de compétence et me desservir moi dans mon impression de leur compétence que de me dire « Ah non, quand on a parlé, ça compte pas pour me prouver que l'élève est compétent. » Pas du tout. L'élève est en train de me montrer. Absolument. C'est probablement une différence aussi qui est marquée par rapport à des générations, d'autres générations. Donc, si on pense aux parents des élèves que tu vois dans ta classe, je vais m'inclure dans la discussion ici, mais donc on est passé par une évaluation un peu plus traditionnelle où on se préparait pour des examens, on savait que c'était le jeudi à 8 heures, puis on y mettait tous nos efforts pour performer à ce moment-là. Mais on voit vraiment qu'il y a une évolution finalement dans la manière d'aller évaluer la progression de l'élève plutôt que sa performance ce jour-là, ce matin-là, à 8 heures. Oui. Puis je tiens aussi quand même à venir, je veux pas dire tempérer parce que c'est pas une question de tempérance, mais à rassurer peut-être nos élèves, on les installe dans des contextes de, entre guillemets, examen. C'est juste que ce sont des traces complexes pour lesquelles ils cheminent en classe. Oui. Je te donne un exemple. La semaine prochaine, mes élèves font une question longue sur la romanisation, qui est l'aboutissement de ce qu'ils font avec moi depuis 3 semaines. Entre-temps, hier, ils ont passé 1h20 à faire une carte conceptuelle en classe avec les éléments où est-ce que je leur demandais de faire des liens. À ce moment-là, ils sont en train de se préparer à leur question longue. Est-ce que je vais regarder leur carte conceptuelle pour compter comme une trace? Oui, absolument. Cette carte conceptuelle-là devient un complément de la question longue. Donc oui, ils s'installent devant des traces complexes. C'est juste que c'est pas juste ça la photo qu'on prend, dans le fond. Non, il y a probablement un lien, une corrélation entre un élève qui aurait une carte conceptuelle plus faible ou même qui ne l'aurait pas fait et la performance dans son texte. Tout à fait. Dis-moi, est-ce que l'évaluation intégrée répond à un besoin de l'élève? Ou est-ce qu'on peut les nommer? Parce qu'on en a un peu parlé, mais est-ce qu'on peut les nommer précisément? Oui, j'ai envie de dire à un besoin de cohérence et à un besoin de clarté. Des élèves qui ne comprennent pas les grilles, des élèves qui sont mis face à des examens qui n'ont pas de grille aussi, c'est très fréquent dans l'évaluation traditionnelle. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, ici, on a des grilles uniques qui sont faites par matière, où est-ce qu'on a des critères qualitatifs qui visent vraiment à répondre à l'ensemble de la compétence qu'ils vont mettre en branle par rapport à la matière. Cette grille-là, bien qu'elle puisse évoluer avec le temps, l'idée, c'est de la garder sur 5 ans. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est que l'élève comprenne sur quels critères il y a des faiblesses. C'est pas vrai que t'es poche, par exemple, en mathématiques. Peut-être que tu as des difficultés vis-à-vis de certains critères spécifiques, mais que tu as aussi des forces vis-à-vis de certains critères spécifiques. Ça, c'est important que l'élève puisse le comprendre. Donc ça, c'est ce que je dirais par rapport à la clarté. Par rapport à la cohérence, ça serait plus par rapport aux enseignants, à vrai dire. À mon sens, le fait qu'on s'impose de les évaluer vis-à-vis d'une grille nous pousse, d'une part, à remettre en question nos évaluations, donc les traces qu'on s'en va prendre de la part des élèves, parce que si ma trace, je ne suis pas capable de la placer dans ma grille, bien sûr, ça peut vouloir dire que ma grille a besoin de plus de critères. Mais d'un autre côté, ça veut peut-être aussi dire que ma trace n'est pas pertinente par rapport à mes compétences. Donc, moi, ça m'oblige à être rigoureuse, d'une part. D'autre part, vu que c'est des grilles uniques, je suis obligée de coopérer avec
mes collègues à l'horizontale, Absolument. donc sur le même niveau, mais aussi avec mes collègues à la verticale, parce que si c'est les mêmes critères, il faut qu'on s'entende sur comment ils fonctionnent, quel genre d'évaluation on fait par rapport à ça. Absolument. Puis je pense que c'est un besoin de l'élève de bien comprendre ces grilles-là si l'élève est en contact avec plusieurs enseignants puis doit s'ajuster à chaque fois, non seulement à l'évaluation, à la matière, mais aussi à des grilles différentes. C'est comme s'il y avait beaucoup, beaucoup de facteurs auxquels l'élève devait s'adapter. Puis peut-être qu'il y a des erreurs à ce moment-là qui sont induites juste par la mécanique de l'évaluation. Oui. Puis, si je peux me permettre, on ne présente pas toutes les grilles à la fois. Et on ne présente pas non plus tous les critères à la fois parce que ça serait utopique de se dire au mois d'août, on te présente toutes les grilles, voilà, pars avec, maintenant c'est terminé. On le voit vraiment sur une progression de cycle. Moi, mes élèves, je les vois sur secondaire 1 et 2, je les amène à la fin de leur secondaire 2. Donc, est-ce que c'est grave qu'ils passent le premier mois sans avoir touché nécessairement un critère? Non, on est en progression, on est en évaluation intégrée. Très intéressant, Alexandra. Je te remercie beaucoup de ta participation. On aura peut-être l'occasion de se reparler d'évaluation dans une prochaine capsule audio. Merci beaucoup.